La suite des grandes gueules sur RMC et RMC Story avec tout à l'heure, face aux grandes gueules dans le grand oral, Laurent Geoffrin. Il change de vie, il quitte le journalisme pour faire de la politique avec en ligne de mire 2022. Alors il dit lui-même, je ne serai pas le candidat de la gauche en 2022, mais je veux préparer les conditions à une vraie candidature pour 2022. La gauche qui n'est pas celle aujourd'hui macroniste avec Jean Castex dans le gouvernement, la gauche qui n'est pas celle avec Mélenchon, non, une gauche social-démocrate. Alors est-ce que c'est François Hollande qui est derrière tout ça? Il dit que non. Ben, on va l'interroger, Laurent Geoffrin, tout à l'heure à 11h40 dans les grandes gueules, dans le grand oral. D'ici là, Gilles Ravaud, Marianne Soubré et Didier Giraud, on va s'intéresser de près à la nouvelle campagne choc de l'association L214 qui s'en prend aux méthodes d'élevage et d'abattage des poulets de l'enseigne Lidl. Allô patron? Oui, alors? J'en sors. Ils sont au moins 20 000 dans le hangar, tous entassés les uns sur les autres. Et pas d'accès à l'extérieur? Non, rien du tout. Et que de la lumière artificielle. Oh là 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 là, et niveau santé, ça donne quoi? Oh, c'est pas dingue, patron, hein. Certains tiennent à peine debout, il y en a d'autres qui boitent. Oh, c'est pas beau à voir. Ah ouais, là je crois qu'on les tient. Si leurs clients apprennent ça, ils sont mal, patron. Ah, ils sont mal, hein? Ah, ils sont très mal. Enfin, pas autant que leur poulet. Lidl, le vrai prix des choses n'est pas toujours avouable. Voilà, alors c'est une campagne qui détourne en fait la pub de Lidl, Allô patron, c'est plutôt bien fait, il faut le reconnaître, et notamment pour, par exemple, dénoncer le fait qu'au moins 20 000 poulets s'entassent les uns sur les autres dans un hangar sans accès à l'extérieur. Ça serait les méthodes de Lidl. Alors dans un instant, on aura le responsable de Lidl France qui va répondre à ces accusations, mais tout d'abord sur la méthode, sur la façon de faire, Gilles Ravaud. Je trouve qu'ils se sont sacrément embourgeoisés, L214, parce qu'ils avaient l'habitude de nous faire des vidéos complètement insoutenables. Celle-là, elle est au moins, on peut la regarder en famille, donc c'est beaucoup mieux. Moi, j'avoue que je sais qu'il y a tout un débat sur les méthodes de ce genre de gens, mais moi, j'avoue que j'ai beaucoup de respect pour eux, parce que je pense qu'ils nous amènent à nous poser des questions importantes et qui jouent un rôle essentiel dans la société. Bon, je connais pas les chiffres, mais c'est vrai que depuis tout petit, je me rappelle une fois, je me baladais, et j'étais à l'extérieur d'un de ces hangars et le boucan à l'extérieur était insoutenable et je me disais, mais à l'intérieur, comment ça peut être? J'avoue que je comprends pas pourquoi, mais je sais pas si c'est prévu par législation. Pourquoi on passe pas à de l'élevage en plein air pour tous les poulets, tout simplement. Ça coûtera un tout petit peu plus cher, mais on peut faire des économies ailleurs. Enfin, moi, j'avoue que ce genre d'élevage et tout ça et la souffrance animale, je vois que c'est une question qui monte de plus en plus dans la société, à laquelle j'avoue je m'intéressais pas du tout quand j'étais jeune. Et je pense que là, il y a quand même des solutions assez simples. Et c'est pas du tout que Lidl. Enfin bon, tout le monde en fait de l'élevage intensif. Et là, je crois que c'est vraiment. Puis je pense pas que les gens qui fassent ça soient très heureux de faire ça, quoi. Marianne Soubré. Alors la campagne est très drôle, hein, en fait. Enfin, c'est intelligent de faire ça. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Maintenant, non, mais le problème, c'est pas le problème de Lidl. Le problème, à la limite, si on doit remettre en question quelque chose, c'est la législation. C'est-à-dire que je suis certaine que ce soit cette enseigne-là ou une autre, sur les produits, on va dire, de premier prix, parce que ça, c'est évidemment, c'est la viande de poulet la moins chère. Je suis certaine qu'ils respectent, en fait, dans leur grande majorité, ils respectent la législation. C'est ce que dit Lidl France. Lidl France dit dans un communiqué, et tout à l'heure on aura le responsable, le communiqué, voilà ce qu'il dit, on se donne tous les moyens pour remplir les critères de l'European Chicken Commitment. Ce cahier des charges est défendu par une trentaine d'ONG de protection animale, dont L214, pour améliorer les standards d'élevage et d'abattage de la filière avicole. Voilà, de deux choses l'une. Alors, ce qu'ils dénoncent, moi j'en sais rien, je sais pas si c'est vrai ce qu'ils disent, mais si ce qu'ils disent correspond à la législation, eh ben attaquez-vous, si ça vous convient pas, à la législation. On est, oui, mais non, mais je veux dire, ils y arriveront pas. La vraie prise faire chier le paysan qui produit les poulets, ils peuvent faire, mais Didier, la vraie prise de conscience, elle doit aller là. Moi, si tu veux, je fais partie de ceux, mais qui ont le luxe de pouvoir s'acheter de la viande bien plus chère et du poulet bien plus cher élevé en plein air. Mais c'est ça. Là, mais moi, j'ai les moyens. Mais les trois quarts des gens, ça sert à quoi là le poulet? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens. Mais donc, c'est les produits. Moi, le premier, je vais te le dire. Le poulet à 35 jours, c'est de la merde. Voilà. On le sait, c'est de la merde le poulet à 35 jours. N'empêche qu'on vit dans une société. C'est quoi le poulet à 35 jours? Le poulet à 35 jours, explique-nous, c'est quoi? Il a 35 jours quand il est abattu. D'accord. Donc il avait le standard était au minimum à 42 jours. Parce qu'un poulet de ferme qui te fait plaisir chez un chef étoilé, ça a 4 mois, quoi. Et ouais.
Ça a 120 jours, un poulet de ferme. Mais entre le chef étoilé et le poulet à 35 jours, quand j'achète moi un poulet. Attends, je vais t'expliquer quand même un truc. On vit dans une société aujourd'hui où on a fait croire aux gens, quand ils étaient smicards, qu'il fallait quand même qu'ils aient un écran plat à 800 € et qu'ils payent leur poulet 8 € plutôt que 25, quoi. Mais quand on est rentré là-dedans, après L214, ils peuvent faire toutes les dénonciations qu'ils veulent. À un moment donné, la législation, elle est en place au niveau mondial, au niveau européen. Parce que le poulet, le minimum du poulet, c'était il y a quelques années 42 jours. Ce qu'on mangeait quand on était à l'école, nous, le demi-coquelet, là, c'était infâme, disons-le, c'est infâme. Mais c'était 42 jours, on a descendu la législation à 35 jours aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il y a la pression des industriels, parce qu'il faut gagner toujours plus. Ce poulet, c'est du poulet surtout qu'on transforme ensuite. Ouais, en grande partie, mais qui sert ou transformé ou pas dans les collectivités locales, dans la restauration en foyer. Oui, mais dans ce cas-là, mais on veut pas payer la cantine trop cher aussi. Mais à un moment donné, il faut faire un choix dans la vie. Parce que tout le monde veut bien un iPhone à 700 € dans sa poche, mais personne veut mettre 5 € de plus sur un poulet, quoi, sur une portion de poulet. Faut pas déconner. Non, mais je te suis totalement. Mais si on faisait les choses bien, correctement, le surcoût, c'est combien? Pour la barquette. Il y a un exemple que je connais très précisément. Sur le lait. Le lait UHT basique. Avec un lait que tu payes 1 € la brique, le producteur vit bien. Voilà. Et il te fait un lait, alors certes standard pour un lait bio, mais standard et il vit bien. 1 €, 1,15 €. Aujourd'hui, quand des enseignes communiquent sur le fait qu'ils rémunèrent bien leurs producteurs, ils sont à 87, 88 centimes d'euros. Voilà. Donc c'est ça. C'est des centimes. Je te promets, c'est des centimes sur la viande de bœuf. C'est à l'échelle de 50 € sur une année entre des trucs qui ressemblent ça comme les poulets. Et sur le poulet, je maîtrise pas les chiffres, mais c'est dans ces ordres-là. Non mais Didier, dans ces ordres-là. Le vrai problème d'éducation aussi, il est sur le fait que tout le monde croit qu'il faut manger de la viande tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Viande ou volaille. Oui, mais si il ne faut pas aussi nourrir tout le monde. Non, mais faut nourrir tout le monde en mangeant autre chose que de la viande, etc. Donc le truc, c'est que si les gens mangeaient moins, mais mieux. Mais ça, c'est ce que dit L214, qu'on peut se passer de manger de la viande. Ça, c'est un autre débat. J'ai dit qu'on peut s'en passer, donc s'en manger tous les jours. Moi, par exemple, je mange pas forcément de la viande tous les jours. Oui, mais tu en manges. L214, c'est une association végane. Ils sont contre. Je suis en train de dire l'inverse. Je te dis qu'on peut aussi manger mieux et un peu moins. Voilà. Et toi, Marianne, t'es comme moi, t'as 45 ans et t'as plus des besoins. C'est sympa de balancer comme ça les âges et grandes gueules. Ouais, t'es beaucoup plus belle que moi, elle a 45 ans. Il m'a enlevé 3 ans, c'est parfait. Je la flatte plutôt. Continue à dire que j'ai 45 ans. J'ai même 40 ans même. C'est un terme générique, 45 ans. Non, mais c'est très bien. C'est pour éviter de dire ton âge exact. On a tous 45 ans. Du coup, ce que je veux dire, c'est que t'as plus des besoins de construction qui nécessitent des protéines quotidiennes et que des protéines végétales ne suffisent pas. Et toi, t'en as besoin encore des protéines, Didier? Écoute, j'en mange régulièrement. Est-ce qu'un enfant a besoin, un enfant qui grandit, etc., a besoin de manger de la viande ou de la volaille tous les jours? Non, pas tous les jours. Je suis pas sûre. Il y a beaucoup de familles où on mange de la viande 2 fois par jour. Mais oui, mais déjà, Jean-Marie est avec nous. Il est conducteur de bus du côté de Poitiers dans la Vienne. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Vous dites bravo à L214? Oui, je dis bravo. Déjà, il faut rendre à César ce qui est à César. J'ai découvert L214 grâce à vous. Il y a maintenant plusieurs années. Parce que ça fait un bon nombre d'années que je suis les grandes gueules et je les ai découverts grâce à vous. Et cette association m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Avant, je mangeais aussi de la viande pas chère, tout ça. Alors, je gagne pas énormément bien ma vie. Mais moi, je préfère manger, comme vous parliez, plus sain, moins de viande souvent. Mais de la bonne viande quand vous en mangez. Voilà, de la meilleure viande. Je fais attention sur tout ce que j'achète, même les œufs, tout ça. Et voilà. Donc il y a une prise de conscience. Et pourtant, vous dites, je gagne pas forcément beaucoup d'argent, mais j'essaie de faire attention. Tu vois, cette démarche, ne choquerait pas si L214 allait avait comme visée et comme vertu d'emmener des gens comme Jean-Marie dans cet acte de consommation. Mais le problème, c'est que L214, c'est pas ça qu'ils veulent. Non. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent à la fin qu'on devienne tous végans, quoi. Oui, et ça me gêne sur le contre fond. l'élevage. Ça me gêne sur le fond parce que derrière ces gens-là, on sait bien qui y a aujourd'hui. C'est les grandes firmes de végétal. Et dans le végétal, quand tu remplaces 1 kilo de protéines animales
Alors certes, là, dans des conditions élevées, industrielles et dégueulasses. Mais quand tu remplaces 1 kilo de protéines animales, tu le remplaces par 1 kilo de protéines végétales. Et 1 kilo de protéines végétales, c'est quoi? C'est des semences et des produits de traitement, quoi. Ça, personne ne le dit jamais. L214, ils le disent jamais. Et aujourd'hui, ce qui me gêne le plus dans L214, c'est qu'on sait qu'ils veulent t'emmener vers ça. Bien sûr que ce qu'ils font là, entre autres sur cette action-là, ça participe à la prise de conscience comme Jean-Marie. Mais moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'ils t'emmènent vers un truc qui est quand même très orienté. Et puis, j'ai écouté Brigitte Gauthier ce matin, qui se drape dans une espèce de vertu. On fait ça aussi pour aider les paysans, parce que on est d'accord que le paysan qui fait ces poulets-là, il gagne pas sa vie. Mais enfin, faut pas nous prendre pour les cons non plus, quoi. Quand Brigitte Gauthier dit, on fait ça pour aider les paysans qui produisent ça, non. On sait bien que c'est pas leur doctrine. Quand ils ont un militant comme Hugo Clément, qui empêche les gens qui se font bouffer des loups, qui se font bouffer des moutons par des loups, d'abattre des loups. Tu vois, on sait aussi que c'est des gens qui sont dans une doctrine qui n'est pas vertueuse, quoi. Voilà. Jean-Marie, merci. En tout cas, Jean-Marie, il a changé de sa façon de faire. Jérémy, bonjour. C'est bien qu'il y ait des prises de conscience. Bonjour Jérémy. Oui, bonjour les grandes gueules. Alors, vous êtes du côté de l'Isère. Qu'est-ce que vous pensez de ce que dénonce L214 ? Je pense que L214 se sont trompés sur la cible principale. C'est un modèle qu'on a choisi, l'élevage intensif. On sera obligé d'y passer par là si on veut nourrir la planète. Après, vous avez raison, il faut changer les méthodes d'agriculture, d'élevage. Mais le souci, regardez, le coronavirus, qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? On a dit il faut manger absolument local, c'est meilleur, c'est tout, ça aide les agriculteurs, les paysans. Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Ils ont dit c'est trop cher la nourriture à ce prix-là, c'est pas possible. Il y a eu une des augmentations de tarifs, c'est pas possible. Bah ouais, mais en France il y en a des charges à payer et du coup les Français ne sont pas prêts à payer plus cher de la bonne bouffe. Tout simplement. Et on sera obligé de. On est prêt. Marianne, regardez pendant le confinement, tout le monde a gueulé parce que les prix étaient trop chers. Sauf qu'il y a eu deux choses. Il y a eu effectivement certains prix qui ont augmenté, ça aurait pas dû, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que en fait, on s'est rendu compte aussi que comme on faisait tous nos repas midi et soir chez nous, le panier mécaniquement augmentait parce qu'en réalité, les enfants qui vont à la cantine, ils n'étaient plus à la cantine. Nous, si on mangeait à l'extérieur, on mangeait chez nous. Et donc forcément, on dépensait plus. Mais c'est beaucoup plus contre-intuitif, j'ai envie de dire. Il n'y a pas eu tant d'augmentation que ça dans les prix en eux-mêmes. Non, mais c'est l'inverse, en fait, ça a baissé. Nos dépenses de nourriture, exactement, ont évidemment baissé, puisqu'on n'est plus personne ne pouvait manger à l'extérieur. Et ce qui coûte cher, c'est de manger à l'extérieur. Donc effectivement, il y a le cas particulier des enfants à la cantine. Simplement, ce qu'il y a, c'est qu'on a payé les 3 repas de nous-mêmes, et on a tout le temps, et ça nous a tous saoulés. On a vu aussi que les produits français étaient plus chers que. Mais ça coûte. Oui, mais quand tu te fais à manger chez toi, je veux dire, la plupart, au bout d'une semaine, on avait tous lâché l'affaire, on faisait des coquillettes. Non, je te parle des fruits et légumes, puisqu'il n'y avait plus les fruits et légumes étrangers, il n'y avait que français, et on a vu quand même que le panier était plus. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est quelques pourcentages d'augmentation. Oui. Mais justement, il y a plein de gens qui se retrouvent avec de l'argent à la fin du mois du confinement parce qu'en fait, leurs dépenses d'alimentation, là par exemple, il y a une énorme crise sur le cacao, sur les marchés mondiaux du cacao, parce que on achetait beaucoup de trucs. Chocolat pour cuisiner. Non, c'est l'inverse. Toutes les barres chocolatées que tu achetais dans les gares, etc. On a arrêté d'acheter tous ces trucs-là. Donc en fait, on a moins. C'est pas vrai. On s'est mieux nourri et on a moins dépensé. Bon, il paraît qu'on a tous pris 2 kilos quand même. Non, mais si tu veux, Olivier, est-ce que le constat que tu fais sur le prix, les gens, ils ont comparé, ce que dit Marianne, les gens, ils ont comparé les courses que du soir avant, avec les courses de tout. Soir et week-end, alors que là, après, de dire qu'un kilo de tomates françaises est plus cher qu'un kilo de tomates espagnoles, on peut le dire, c'est une réalité. Sauf que le cahier des charges de production, il n'est pas le même. On est d'accord, mais après... Et à un moment donné, on peut pas tout raisonner par le prix. C'est aussi de dire que quand vous êtes en restauration en foyer, quand vos enfants mangent à la cantine, c'est ça qu'ils mangent, quoi. Hein. Allez, dans un instant, on passera... Les Français, c'est déjà bien. On remercie Jérémy. Jérémy remercie Jérémy. Dans un instant, on passera un coup de fil à l'un des responsables de Lidl qui va s'expliquer après cette nouvelle campagne choc d'L214. À tout de suite. RMC, 9h midi. Les grandes gueules.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story. On est sur la nouvelle campagne choc d'L214 qui s'en prend cette fois-ci en détournant sa pub, l'enseigne Lidl et des conditions d'élevage et d'abattage des poulets qui sont, selon L214, inadmissibles. Alors, avant d'accueillir Pierre au 32-16, nous sommes tout de suite avec le directeur exécutif des achats de Lidl, Michel Biérot. Bonjour et bienvenue dans les grandes gueules. Merci d'avoir accepté notre invitation. Que répondez-vous à cette campagne choc ? Bonjour tout le monde. Alors déjà, je voulais dire que le bien-être animal chez Lidl, c'est une priorité. Ça a toujours été. J'ai une équipe depuis maintenant plus de 5 ans qui est dédiée au bien-être animal. Donc c'est un sujet sérieux. C'est un sujet, je pense, qui mérite bien mieux que des vidéos et des tracts parodiés. Parce que derrière, il y a des familles, il y a des jeunes agriculteurs qui ont repris des élevages des parents, des grands-parents. Il y a des territoires. Faut pas oublier tout ça. Donc, c'est pas un sujet sur lequel on peut plaisanter. Notre engagement, je pense qu'il a été clair. Je l'ai écrit vendredi. L'engagement pour l'European Chicken Commitment, il est sans équivoque. On s'est engagé pour l'European Chicken Commitment. On veut. Ça veut dire quoi ? Expliquez-nous, c'est quoi l'European Chicken Commitment ? C'est très simple. Ça concerne uniquement le poulet de chair. D'accord ? Faut savoir qu'en France, aujourd'hui, un poulet sur 2 est importé. Est importé de pays parfois lointains où les conditions d'élevage sont encore beaucoup plus dramatiques. En France, il y a de l'élevage intensif, il y a du plein air, il y a du bio, il y a du label rouge. Et c'est vrai que l'élevage intensif, il y a un nombre de poulets au mètre carré qui est trop important. Il faut le réduire. Il n'y a pas débat sur le bien-être animal. Il faut avancer. Et donc, il faut améliorer les conditions d'élevage. Donc, Lidl, on s'est engagé parce qu'on veut améliorer les conditions d'élevage. Il n'y a pas débat là-dessus. La seule différence entre nous et tous les autres qui se sont engagés, c'est que nous, comme depuis 7, 8, 10 ans maintenant, je suis proche du monde agricole, je viens moi-même du monde agricole, et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, parce qu'une fois de plus, il y a des familles derrière, et il y a des enjeux économiques. Donc, la seule chose que nous, on a fait, c'est de dire, oui, on s'engage, il faut y aller, mais attention, on alerte, on émet une réserve sur 2 critères des 9 qui comportent ce commitment, en disant ces 2 critères-là, on pense qu'en 2026, on va avoir du mal à y arriver. Et à tous ceux qui en doutent, je leur donne rendez-vous en 2026. D'accord, mais moi, les 2 critères, monsieur Biérot, vous pouvez nous dire, là, techniquement ? Bien sûr, les 2 critères sont la densité et la souche de croissance. La densité, c'est aujourd'hui... le nombre de poulets au mètre carré. Exactement, il faut le descendre, il n'y a pas de débat. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des hangars avec 20 000 poulets entassés les uns sur les autres ? Oui, mais c'est pas interdit. Mais peut-être. Alors, je n'ai pas compté, mais effectivement, ils sont trop nombreux. Il n'y a pas de. Non, mais d'accord, on est d'accord. On discute pas sur ça. Mais le vrai débat, il n'est pas là, monsieur Biérot. Il est sur l'âge d'abattage. Parce que si demain vous faites vivre vos producteurs en mettant moins de poulets et en les abattant un peu plus vieux, et vous acceptez d'avoir dans vos rayons de magasin un produit qui ressemble un peu plus à un poulet, il y aura plus de débat, quoi. Ouais, alors attention. Oui, ok. Mais juste, faut savoir que si on augmente effectivement le nombre de jours d'abattage, si on réduit la densité, d'accord ? Ça veut dire quoi le résultat ? Soit les éleveurs augmentent leur structure, donc leur structure d'élevage. Soit vous leur payez plus cher. Non, attendez. Soit on augmente. Mais ça peu importe. Le prix n'est pas. C'est pas le débat, le prix. Je suis désolé. Non, je suis désolé. C'est quand même totalement le débat. Non. Attendez. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Si on augmente les structures, ça coûte de l'argent aux producteurs. Oui. D'accord ? Derrière, effectivement, ça sera répercuté à l'industriel, qui le répercutera au distributeur, qui obligatoirement, parce qu'on doit respecter les 10% des Galim, le répercutera au client. Selon Itavi, validé par l'interprofession, c'est une augmentation de 60% pour le consommateur. Non. D'accord ? Si, c'est 60% sur le filet, 30% sur le poulet entier. C'est selon les chiffres d'Itavi. Donc moi, tout ce que je dis, c'est que oui, il faut améliorer le bien-être de tous les animaux, pas que du poulet d'ailleurs, de tous les animaux. Oui. Mais il faut le faire en totale concertation avec toutes les parties prenantes. C'est-à-dire qu'il faut prendre les éleveurs, il faut prendre les industriels, les ONG, les distributeurs, les pouvoirs publics.
on s'assoit tous autour d'une table, et c'est d'ailleurs ce que je dis dans mon communiqué. C'est comme ça qu'il se fait rien, hein, monsieur Biro. Mais oui, mais vous croyez que c'est en faisant des vidéos qu'il va se faire des choses? Non, mais moi, je suis pas un défenseur de L214. Moi, je suis éleveur de vaches charolaises. Donc, je vais vous dire, je sais comment ça se passe un peu. Je crois aussi que les industriels ont tout intérêt à ce que on rallonge pas les cycles de production et qu'on n'ait pas un produit un peu meilleur qui se paye plus cher en disant ça vous coûtera plus cher. Alors que si on répartissait correctement la marge, tout le monde pourrait vivre bien avec un produit qui serait meilleur, et ça nous permettrait même de différencier le produit d'importation qui lui est très bas de gamme. Oui. Mais alors justement, on est d'accord aussi, monsieur l'éleveur de bovins, que l'élevage bovin est très différent de l'élevage de poulet de chair. Par contre, et je les connais bien les élevages bovins, mais par contre, aujourd'hui, je disais tout à l'heure, un poulet sur 2 est importation. Si on peut y aller aux critères de l'European Sucre, mais peut-être pas en 2026, peut-être en 2028. Sinon, ça profitera à nos concurrents. Pas y aller. Je ne dis pas que je veux pas payer. C'est arrêter de déformer. Non, ce que vous dites, Michel Biro, c'est que attention, c'est bien de s'imposer des normes, etc. Sauf qu'on est dans un marché mondial et que si jamais le poulet français, ça sera du poulet d'ailleurs. On est d'accord. Les poulets viennent du Brésil où les conditions sont pires parce que le français. On lui met un petit coup de javel pour être sûr qu'il n'ait pas de maladie. Michel Biro, merci, directeur exécutif des achats Lidl. Toi, Gilles Raveau, on veut mieux et on a raison, on veut plus de normes, et on a raison. Le problème, c'est qu'on n'est pas tout seul et qu'à un moment donné, si le poulet brésilien, qui a pas du tout les mêmes normes, est javellisé. C'est le consommateur qui choisit, hein. Le consommateur, c'est pas ce qu'il mange. Dans les produits transformés, c'est pas ce qu'il mange. Mais on n'a qu'à avoir une législation claire. Non, mais la France souffre. Non, mais la France souffre d'un vrai problème d'obésité. Et puis, statistiquement, de toute façon, plus tu es pauvre en France et plus tu es gros et plus tu souffres d'obésité. Pas que la France, donc, dans tous les pays. Donc en réalité, cette malbouffe, cette nourriture industrielle, si les gens arrêtaient aussi de se nourrir avec ça, ça serait pas plus cher pour eux et ils vivraient mieux. On a Pierre qui est avec nous, qui aura le mot de la fin au 32-16. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous travaillez dans l'agriculture, vous êtes salarié agricole, c'est ça ? Voilà, salarié agricole, donc tout d'abord en Bourgogne, donc je salue Didier. Voilà. Bonjour. Dans quel domaine ? Bonjour. Alors, en fait, c'est une ferme polyculture, élevage bovin et donc poule pondeuse de plein air. Voilà. Donc au plein air, c'est bon pour les poules, ça. 30 000 poules pondeuses de plein air, donc c'est pas non plus un petit élevage. Je sais pas ce qu'en pense Didier, voilà. Mais c'est gros, 30 000. Voilà, 30 000 c'est gros, mais c'est du plein air. Donc les 30 000 poules ont un pré de 12 hectares pour, on va dire, se dégourdir les jambes, elles peuvent voler, enfin voilà. Et alors comment est-ce que vous vendez votre naturel, voilà. Comment est-ce que vous vendez ? C'est quoi votre circuit de distribution et c'est quoi le prix de votre viande ? Non, là, c'est des poules, c'est des œufs. C'est de la poule pondeuse. Désolé, je sais pas si ça peut être. Excusez Gilles Raveau, le citadin, qui fait pas la différence entre une poule et un poulet. Mais vous travaillez pour un industriel quand même ? Ouais, même question pour les œufs, quoi. Moi, oui, voilà, les œufs, ils partent chez Matine, voilà. Mais c'est œufs de plein air Matine, voilà. Donc ça veut dire, Pierre, qu'on peut faire effectivement du plein air avec un élevage dimensionné qui te permet d'avoir des coûts de production et de faire des économies d'échelle, parce que 30 000 ou 20 000 30 000 poules pondeuses, c'est quand même un gros élevage, disons-le, mais on n'est pas obligé de faire de l'intensif. On peut, Didier Giraud, ça sera ma dernière question, bannir en France et peut-être même sur le continent européen tous les élevages intensifs en bâtiment. Je pense que c'est possible, mais il faut une législation claire dans l'étiquetage, quoi. Ce que nous disait Monsieur Biro, le responsable de chez Lidl, si moi je fais pas ces poulets bas de gamme, voilà, je taille à la hache. Si moi je fais pas ces poulets bas de gamme, c'est les Brésiliens qui vont prendre le marché. Mais alors qu'on aille au bout de l'étiquetage et qu'on dise là vous mangez un cordon bleu fait avec du poulet brésilien et là vous avez un cordon bleu fait avec du poulet européen. Et si au moins déjà on faisait ça,
jusqu'aux produits transformés, au moins le consommateur, il arbitrerait ses propres choix. Et il verrait pourquoi il y a une différence de prix. Parce qu'aujourd'hui, entre du brésilien ou du français industriel, il n'y a pas de différence de prix. Alors qu'il y a une différence de qualité. Je pense que c'est d'abord là. Il faut que l'Europe avance sur l'étiquetage jusqu'au bout des produits transformés, quoi. Merci à Pierre au 32-16. Dans un instant, le grand oral de Laurent Geoffrin dans les grandes gueules. Le temps d'accueillir Laurent Neumann. Salut les grandes gueules. Laurent et Emmanuel Le Chypre. Alors les amis, Neumann Le Chypre à partir de midi sur RMC. D'abord, il faut que je vous dise un truc. À 13h, on va faire monter la température de quelques degrés. On va parler d'amour, on va parler des sites de rencontres avec Emmanuel Le Chypre. On a réussi à se disputer sur les sites de rencontres. Vous ne croyez pas ça? Mais d'abord, à midi, on va parler d'un sujet beaucoup plus sérieux, encore que les sites de rencontres, c'est sérieux. Mais à midi, on va parler des masques. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron a dit hier, les masques, on peut pas les faire gratuits, on peut pas les donner à tout le monde. C'est pas la vocation de l'État. Voilà, c'est pas la vocation de l'État. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que les masques, beaucoup de gens peuvent se les payer. En revanche, que ce soit gratuit pour les plus démunis, les plus fragiles, c'est normal. Eh ben, Emmanuel Le Chypre, lui, pense exactement le contraire. Il raisonne égalité républicaine et il nous dit, les masques, si c'est gratuit, c'est pour tout le monde. Nous, ce qui nous intéresse, c'est votre opinion. On vous attend au 32-16. Neumann Le Chypre à partir de midi sur RMC. Dans un instant, le grand oral de Laurent Geoffrin. À tout de suite. RMC jusqu'à midi. Jusqu'à midi, les grandes gueules. La suite des grandes gueules sur RMC la radio, RMC Story la télé, avec autour de la table depuis 9h ce matin Marie-Anne Soubré, notre avocate, le professeur d'économie à l'université Gilles Raveau et notre agriculteur de Saône-et-Loire Didier Giraud. C'est parti pour le grand oral. Le grand oral des grandes gueules. Et nous accueillons Laurent Geoffrin. Bonjour. Bonjour. Ex-directeur de la rédaction de Libération. Un changement de vie, fini le journalisme, vive la politique pour préparer la gauche pour 2022. La gauche qui est, on le voit, éparpillée façon Pulse, pour reprendre Michel Audiard. Alors moi tout de suite j'évacue la question qu'on vous a posée 72 fois. Laurent Geoffrin, êtes-vous le poisson pilote de François Hollande? Il y a longtemps qu'on a demandé ça. Pour ça je la pose tout de suite. J'ai déjà répondu, je ne suis pas, c'est pas à mon âge, que je vais commencer une carrière de marionnette. Ce qu'il y a dans le texte que j'ai publié, qui reçoit beaucoup de signatures d'ailleurs, ça correspond à ce que j'écris dans ma lettre. J'ai fait une lettre politique quotidienne depuis 3 ans. Et je plaide pour ces idées-là. Donc je les ai mises sous la forme d'un texte qui rencontre un certain succès. Voilà. Vous voulez rebooster la question, je termine juste ma réponse. La question de la candidature à la présidentielle ne se pose pas aujourd'hui. Personne, y compris Hollande, n'est en situation. Qu'est-ce qui se pose alors aujourd'hui? Il se pose que si on ne fait rien, vous allez avoir 2-3 candidatures tout à fait valeureuses au premier tour pour la gauche. Elles seront un peu courtes en score. Et au deuxième tour, on repart comme en 2017. Vous aurez Macron-Le Pen, ou vous aurez droite, extrême droite. Donc il faut que quelque chose change. Et ce quelque chose, c'est la renaissance ou la refondation d'une gauche réformiste. Ça ne veut pas dire une gauche molle, c'est pas le syndicat des mous, les réformistes. C'est une gauche qui met en œuvre un projet de transformation sociale. Mais cette gauche, elle est en partie au pouvoir. Aujourd'hui? Ah oui. Ah, vous trouvez où? Macron, c'est le centre-gauche et le centre-droit, les sociodémocrates et on va dire les Européens de droite, ce qui fait qu'on trouve Jean-Yves Le Drian, mais aussi Jean Castex. Je pense que les sociodémocrates, au niveau des électeurs, ils se sont détachés de Macron. Ils n'y croient plus. Les électeurs de gauche de Macron sont partis? Oui, largement, pas tous, évidemment, largement. Parce que cette histoire... Donc ils sont orphelins? Oui, justement. Il faut une structure pour les accueillir. Oui, mais ils ont été déçus par ce que vous défendez. C'est-à-dire que je veux bien, mais pourquoi ils ont voté Macron? Je vais répondre sur Macron. Les gens qui disent on dépasse la droite et la gauche, d'abord, en général, c'est plutôt des gens de droite. Et on l'a vu d'ailleurs, parce que la politique qui a été menée, je ne dis pas qu'elle est horrible sur tous les plans, c'est pas ça. C'est une politique de centre-droit. Donc on dit qu'on dépasse la droite et la gauche. En fait, on fait une politique de centre-droit, parfois de droite. L'accord obtenu. L'accord Emmanuel Macron. Non, l'accord c'est bien. La gauche le souhaitait depuis des années. Oui, ça c'est vrai. Non, mais moi je ne suis pas sectaire. Si la droite fait des choses bien, je dis c'est bien. Je ne vais pas faire de la politique comme les autres. Enfin, comme beaucoup font, c'est-à-dire de manière rigide, comme ça, fermée. Bon, c'est un truc bien en face, c'est très bien. Mais le macronisme, c'est un libéralisme, c'est une adaptation. Il y a des gens qui trouvent ça nécessaire. De la France aux contraintes d'une mondialisation que moi je qualifie de mercantile. Et donc ça ne va pas. C'est quoi votre différence avec les gens le Mélenchon? comprennent ça. Et d'ailleurs cette histoire de droite-gauche c'est marrant parce que
Quand vous écoutez les macronistes, ils vous disent oui, mais il y a des macronistes de droite et des macronistes de gauche. Mais je croyais que ces critères n'existaient plus. Mais pourquoi les emploient-ils? Bizarre. Ils disent il y en a qui sont plus à gauche, donc le critère existe. Et d'ailleurs, dans toutes les démocraties, pas toutes, mais presque toutes, il y a une droite et une gauche. Et une droite. Oui, mais quelle gauche? Moi, je suis pour une gauche réformiste, je vous le dis, c'est-à-dire une gauche. Et d'ailleurs, c'est celle qui gêne la droite. Celle-là, parce que celle-là, elle peut gagner. Celle-là, elle gouverne. Mais celle-là, elle a perdu surtout Laurent Geoffrin. Celle-là, elle a été au pouvoir avec François Hollande. Et celle-là, finalement, elle a échoué. Pourquoi tout d'un coup, on referait confiance? Pas tout d'un coup, c'était il y a 3 ans. Ouais, mais pourquoi on referait confiance à des idées qui, finalement, ont été rejetées? Je vais vous dire pourquoi. Est-ce qu'on pense que la société est juste? Est-ce qu'on pense que les inégalités, il n'y a pas de problème? Est-ce qu'on pense que la place des femmes dans la société est suffisante? Est-ce qu'on pense que les minorités sont bien traitées en France? Est-ce qu'on pense, je peux en faire comme ça beaucoup. Tant qu'il y aura ces injustices, tant qu'il y aura cette volonté chez les gens d'améliorer les choses, tant qu'il y aura l'espérance d'un monde meilleur, il y aura une gauche. Marianne Soubré, électrice de gauche. Oui. Donc c'est pour toi. Moi, je suis l'orpheline. Déçu de Hollande, déçu de Macron. L'orpheline type, effectivement. Je fais partie de ceux qui ont voté. Alors, j'ai même voté 2 fois pour Emmanuel Macron. Je sais pas ce qu'il m'a pris, mais parce que je pense. Vous êtes d'accord avec moi sur Macron, là? Oui, bien sûr. Pourquoi tu es d'accord? Tu dis Macron, il est de droite. Mais bien sûr. Je me reconnaissais pas du tout dans Benoît Hamon. Donc déjà, il faut pas recommencer et nous faire encore un programme avec un truc dans lequel les gens, en fait, un peu comme moi, se reconnaîtraient pas. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, vous dites dans les axes, est-ce que les minorités en France, je comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce que les minorités en France sont bien représentées ou défendues? Qu'est-ce que vous avez dit? Ils sont bien traités. Est-ce qu'il n'y a pas de discrimination? La loi, alors faisons appliquer la loi. Dans la loi, non. Oui, voilà, mais on est d'accord. Faisons appliquer la loi dans ce cas-là, parce que la loi. Non, mais existe. moi, je suis très républicain. Mais je suis très universaliste, comme on dit. Voilà, mais nos lois existent et encore heureux. Oui, mais elles ne sont pas toujours appliquées. Regardez les discriminations de logement. Non, mais ça. Oui, c'est vrai. Non, mais ça. Parce que les lois républicaines, c'est les mêmes pour tout le monde. Là, je suis intransigeant là-dessus. Mais il faut que la promesse soit tenue. Nous sommes d'accord, mais les lois existent. Donc voilà. Bien sûr. Non, mais je suis pas du tout communautariste, vous inquiétez pas. Vous rejetez la gauche indigéniste? Je suis en désaccord quasi total, oui. Absolument. Ça faisait partie. Je suis laïque, je suis très laïque, moi. Laïque tout court. Je mets pas d'adjectif à laïcité. Ce qui me fait un peu peur dans ce que vous dites, c'est que votre intention, de ce que j'en comprends, ce serait d'abord faire un programme et ensuite que ce programme soit incarné, on va dire, par quelqu'un. Moi, mon problème... Je ne sais pas qui. Oui, mais mon problème, c'est que moi, j'ai besoin en fait de l'inverse. C'est-à-dire que j'ai besoin que ce programme soit... Oui, mais quand je regarde à gauche, parce que en fait, votre idée, elle est là. Quand je regarde à gauche... Oui, il n'y a pas de doute. Oui. Mais qui alors? Mais qui? Personne en soi. C'est prématuré, je vous assure. Ah ben non. Mais si. Mais moi j'ai besoin de croire en quelqu'un au-delà de son programme. Ça viendra. Mais pour l'instant, il faut quand même qu'il y ait un diagnostic, des idées, un projet, une stratégie. C'est là-dessus que je veux travailler. Vous n'avez pas un homme ou une femme forte? Mais parce que je ne peux pas choisir. C'est pas moi qui vais choisir. Qui va choisir? J'allais dire, elle existe. Qui va choisir, Laurent Geoffrin? Qui va choisir? Soit il y aura une primaire. Il peut y avoir une primaire. Encore? Mais il y a peu de chance. Il faut être honnête. Soit c'est une alchimie complexe dans laquelle il y a des personnalités qui se dégagent. Alors on peut regarder dans les sondages. Mais moi je ne veux pas qu'on pose cette question. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Mais la gauche aujourd'hui, je veux quelqu'un moi qui incarne ça. Vos idées, elles sont peut-être formidables, vos idées, mais si elles sont pas incarnées par quelqu'un, quelqu'un peut s'emparer de ce programme. Mais qui? Ça va arriver. Il y aura toujours quelqu'un. C'est dans 2 ans. Vous savez, je crains pas le vide. Excusez-moi, mais c'est je crains pas le vide. Je crains pas le vide. Je crains le trop plein. Incarner votre programme. Il y aura toujours des candidats, Marianne. On peut faire confiance à l'ambition humaine. Gilles Raveau. Dans votre texte, vous utilisez une expression décidément très à la mode, celle de souveraineté économique. Oui. Et là, tout à l'heure, on parlait d'un sujet important, la question de la souffrance animale. Oui. Et il y a un rejet, en fait, grandissant dans la société de cette souffrance. Et la solution, elle est simple, c'est d'imposer des normes de bien-être animal. Évidemment, la conséquence, c'est que ça augmente le prix de vente de la viande, notamment, dans les commerces. Donc, en fait, ça ne marche pas, parce que si on fait ça, eh bien, évidemment, tout un tas de gens qui sont pauvres vont acheter des viandes importées. Donc, il y a une solution très simple à ça, qu'on a beaucoup utilisée dans le passé, c'est qu'on met en place des normes en France, et on impose que la viande importée respecte les mêmes normes. Ce sont des normes sanitaires, on a toujours fait ça. Ça, je suis d'accord. Sur la souffrance animale, je suis d'accord. J'ai écrit 22 papiers pour dire qu'il fallait... Est-ce que vous êtes d'accord pour faire ça, y compris, évidemment... Je vais vous répondre, oui. Non, mais c'est très important, venant des pays membres de l'Union européenne. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire ça au niveau national? Je vais répondre de manière un peu plus générale. Il faut un programme de mutation écologique, on est d'accord, et la souffrance animale est un des thèmes de la mutation écologique, c'est un thème important pour moi.
Simplement, il y a une condition préalable. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Il faut que ça soit considéré comme juste. Regardez ce qui s'est passé quand on a fait une mesure écologique pourtant partielle, qui était justifiée sur le papier, consistait à augmenter le prix des carburants pour faire une sorte de taxe carbone. Il y a eu 1 an de crise sociale. Donc si on met en place des solutions écologiques sans tenir compte des questions d'équité, de justice sociale, de protection des professions, etc., on n'y arrivera pas. C'est pour ça que quand l'écologie dit maintenant c'est nous la gauche, dit non, la gauche ça existe. L'écologie doit renouveler, doit revivifier, si je puis dire, la gauche. Mais il faut que la question de l'équité sociale soit presque un préalable. Hein, et l'écologie l'oublie parfois? Non, mais... c'est pas très clair. Voilà, je vais vous dire. Par exemple, les écologistes, à juste titre, disent plus de transport aérien intérieur au pays parce que c'est des distances courtes. Il faut prendre le train. Ils ont raison. Mais qu'est-ce qu'on fait des salariés qui travaillent dans ce secteur aérien? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc il faut un code du travail nouveau. Parce que l'écologie va obliger l'économie à se reconvertir dans beaucoup de secteurs. Le secteur énergétique, le secteur pétrolier, il y a des milliers de gens qui travaillent là-dedans, ou dans l'automobile. Donc il faut prévoir, il faut planifier. C'est pour ça que les instruments de la gauche sont très utiles. Il faut une planification écologique. Il faut, enfin, je ne veux pas être trop long, hein, mais il faut un vice-premier ministre qui s'occupe de l'écologisation des politiques publiques. Il faut un commissariat au plan qui est tombé en désuétude, et ce commissariat au plan fait un plan global et qui permet de prévoir la reconversion nécessaire. L'écologiste va dire il faut un président écologique, voilà tout. Et aujourd'hui, la gauche, c'est les Verts. D'ailleurs, on l'a vu dans les grandes villes, des jeunes votent plus facilement écolo aujourd'hui que socialistes. Oui, mais la victoire des écologistes, qui était formidable, hein, c'est une très bonne nouvelle. Elle n'a été possible parce qu'il y avait à côté des gens de la gauche réformiste. Si vous regardez bien, comment ça s'est passé? Il y a eu une alliance. À Marseille, il y a eu presque tout le monde. Ça a bien marché. Il y a une écologiste en tête, mais il y a un socialiste juste derrière. Dans beaucoup de villes... mais pendant longtemps, les écologistes étaient finalement les supplétifs. Les supplétifs. Oui, les seconds couteaux. Oui, ils en ont marre, hein, c'est très clair. Mais je comprends très bien. Aujourd'hui, ils veulent avoir le premier rôle. Mais s'il y a un candidat écologiste qui est valable, je suis pour. Pas un problème. Mais je pense que la gauche réformiste, encore une fois, réformiste avec des réformes profondes, a son rôle à jouer. C'est déséquilibré aujourd'hui. Il y a une gauche radicale, il y a une gauche écologiste, la gauche réformiste, qui est indispensable à la victoire. On l'entend pas assez. Didier Giraud. Alors déjà, sur la proposition de Gilles, vous auriez dû lui répondre que pour faire ce qu'il dit, il faut sortir de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, c'est impossible d'avoir des barrières douanières au sein même de l'Europe. On n'arrive déjà pas à en avoir à l'extérieur de l'Europe, alors au sein même, c'est impossible. Et ça fait 7 ou 8 fois que je vous entends prononcer le mot réforme et réformiste. J'aimerais savoir, moi, qu'est-ce que vous entrevoyez en termes de réforme constitutionnelle pour notre pays? Parce que aujourd'hui, moi, je me satisfais pas de 30% de votants au municipal, et je considère qu'on est dans une crise institutionnelle. C'est quoi votre vision là-dessus? Ma vision, c'est que la société est coupée de la politique, est fâchée avec la politique. Il y a un discrédit de la politique, que je regrette, mais je constate. Et la démarche que j'essaye d'entreprendre, c'est justement de partir, parce que dans mon appel et les gens qui l'ont signé, il n'y a pas d'homme politique, il n'y a pas de responsable de parti. Pourquoi? Parce que je veux partir d'une espèce de foisonnement d'expériences qui ont eu lieu partout dans les territoires, essayer de les faire remonter dans un projet commun. C'est comme ça qu'on peut réconcilier les gens, et à mon avis, une des raisons pour lesquelles les gens ne croient pas à la politique, c'est parce qu'ils ont le sentiment qu'elle ne change rien. Ils ont le sentiment qu'on remplace les uns par les autres et qu'il y a peu de changements. Or, il faut un programme réformiste, donc de réforme profonde, avec une nouvelle orientation à partir d'une victoire électorale, et que ça se traduise tout de suite par des mesures importantes. Il faut des mesures de rupture tout de suite. Et à ce moment-là, les gens, alors il y aura une minorité, il y aura une majorité, il y en a qui sont pour, d'autres contre, mais au moins ils verront que ça sert à quelque chose. Pour l'instant, on a parfois le sentiment que la politique... Qu'est-ce qu'on réforme en premier dans ce... Comment ? Qu'est-ce qu'on réforme en premier? Ce serait quoi la première grande réforme de gauche, réformiste? Réformiste, alors réformons. Qu'est-ce qu'on réforme en premier? Par exemple, il y a la question du pouvoir dans l'entreprise. Je pense qu'il faut associer beaucoup plus les salariés au conseil d'administration et au conseil de surveillance. Je pense même que, alors ça c'est des idées personnelles parce que c'est un collectif qu'on fait, hein. Donc c'est mon idée à moi, c'est pas forcément celle de ceux d'à côté, mais je pense qu'on doit arriver à la parité, c'est-à-dire que la moitié de salariés dans les conseils de surveillance et dans les conseils d'administration et la moitié d'actionnaires, avec une voix quand même prépondérante pour les actionnaires parce que c'est eux qui mettent l'argent, mais il faut que les salariés soient largement associés à la marche des entreprises, comme ça ils n'auront pas le sentiment d'être des pions. Aujourd'hui, souvent, les salariés ils ont le sentiment d'être des pions de logique financière qui leur échappe. Il faut les mettre dans le partage du pouvoir. Voilà une réforme.
Oui, mais est-ce que ça, parce que les gens, en fait, ils ont comme premier problème, franchement, le chômage. Et là, ça va arriver. Donc, ils veulent un emploi, ils veulent de bonnes retraites ou une retraite, voilà, et ils veulent la sécurité et la santé. Allez, on va dire. Et là-dessus, sur ces missions-là, je vais dérouler un programme, mais d'abord, on l'a pas tout à fait élaboré. Non, mais quelle première réforme on fait pour que je vous en ai indiqué une. L'autre, sur la grande affaire écologique, je vous l'ai indiqué. C'est-à-dire, on fait un changement institutionnel qui permet de planifier une mutation écologique et on veille, à ce que les salariés des secteurs qui vont décliner ne soient pas lésés. 2, à ce qu'il y ait des créations d'emplois importantes, quitte à faire des subventions publiques et donc à augmenter l'emprunt ou à augmenter l'impôt. Moi, je ne suis pas contre les baisses d'impôts. Je ne suis pas contre les hausses d'impôts. Encore on a déjà les impôts. Attendez-vous au pire. On est déjà les champions du monde de l'imposition. Vous nous dites, si on revient au pouvoir, on peut déjà mieux orienter la dépense publique, ça, je suis d'accord. Mais il y a des cas, vous savez... C'est mal barré votre histoire, Laurent, pardon. Si vous promettez aux Français qui n'ont jamais autant payé d'impôts d'en payer encore plus, c'est courageux en même temps. C'est comme on est premier au classement, on n'est pas obligé d'imposer tout le monde. Il y a peut-être des gens qui ont plus d'argent qu'on peut imposer un peu plus. Par exemple, l'affaire, c'est symbolique, c'est peu de milliards, mais l'affaire de l'ISF, ça signe. Oui, d'accord, vous me posez une question. Vous rétablissez l'ISF. Ah oui, bien sûr, tout de suite. Tout de suite. Ah bien sûr. Mais on est encore dans les symboles. Et alors justement, que répondez-vous 4-5 milliards. Oui, mais que répondez-vous à ceux qui vous disent, et d'ailleurs c'est souvent vos camarades de gauche qui sont les plus sévères, mais c'est peut-être parce que ça les intéresse plus, qui disent c'est le retour de la gauche pépère, c'est le retour de la gauche qui n'est pas du tout disruptive, qui va faire comme d'habitude, saupoudrer des mesures, alors qu'aujourd'hui, face aux populistes, face à Macron, il faut renverser la table. Non, mais vous me dites, je rétablir l'ISF, vous donne des mesures, et puis vous me dites, voilà, c'est horrible, il faut pas les faire. Après, vous me dites, c'est rien du tout. Non, rétablir l'ISF, c'est même devenu un gag. C'est un symbole. Mais d'accord. Mais que répondez-vous à ces critiques? Parce que je les ai beaucoup entendues, notamment à gauche. Oui, parce que du côté des insoumis, même des écologistes et de certains socialistes. Voilà. Alors, faisons le bilan de ces différentes forces, si on est factuel. Qui est-ce qui a accru le pouvoir des travailleurs dans l'entreprise? Qui est-ce qui a aboli la peine de mort? Qui est-ce qui a remis à 60 ans les longues carrières? Ça, c'était il n'y a pas longtemps. Qui est-ce qui a introduit la pénibilité dans le calcul des retraites? Il n'y a pas longtemps. C'est des choses concrètes, ça. Ça améliore la vie des gens. Qui est-ce qui a libéré l'audiovisuel? Qui est-ce qui a décentralisé le pays? Il y a un bilan. Oui. Et la gauche radicale, qu'est-ce qu'elle a fait pendant ce temps-là? Rien. Elle n'était pas au pouvoir. Elle veut le pouvoir. Oui, parce qu'elle n'est jamais au pouvoir. Oui, exactement. Donc elle n'a aucune chance d'arriver au pouvoir. Elle n'a aucun défaut. Mélenchon ne sera jamais président. La gauche radicale ne se trompe jamais. Pour une bonne raison, c'est qu'elle ne gouverne jamais. Alors que la gauche réformiste, qui a toutes sortes de défauts, qui a même trahi parfois, qui a été décevante, c'est moi elle fait. Elle a fait des choses. Oui, mais justement, parce que vous remontez loin. Pourquoi vous croire? Moi, je ne crois pas à ces histoires de trahison. On a vécu quand même pendant 5 ans une gauche qui s'est divisée, qui s'est affrontée. Elle était au pouvoir, elle avait tous les pouvoirs. Elle a passé 5 ans finalement à s'entretuer. Et au final, de réforme. Et au final, François Hollande n'a pas pu se représenter. Et Benoît Hamon a fini à 6%. Les écologistes n'ont même pas présenté un candidat. Oui, mais ça quelle est la promesse? Vous décrivez la situation qui prévalait juste après l'élection présidentielle. Ça a changé. Regardez les municipales. Les gens, je vous écoute. Vous dites, beaucoup de gens ont dit ça. La gauche est morte, ils n'ont plus rien à dire. La social-démocratie, ça peut rien dire. Et puis surtout, quand ils sont au pouvoir, ils s'affrontent. Oui, attends. Et puis d'un coup, il y a les municipales. Alors, il y a beaucoup d'abstention. Attention dans l'interprétation. Mais quand même, au municipal, ils gagnent des villes que personne ne pensait qu'ils pouvaient gagner. Quand même. Bordeaux, Marseille, Lyon, Lille, Paris. Vous avez beaucoup de tout ça. Quand même. Mais des grandes villes. Non, il n'y a pas que des grandes villes. Si vous faites le compte des villes moyennes, et là, d'ailleurs, dans les villes moyennes, c'est presque plus les socialistes qui ont gagné que les écolos. Donc, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte du tout. Non, mais c'est pas ça la question. Il faut que oui, mais c'est important. Ça, mais quand elle a été au pouvoir, cette gauche réformiste, elle a été le temps à se flageller en disant quand elle était au pouvoir, elle fait des bêtises. Mais quelles sont les garanties? Non, c'est pas ça. Je dis pas qu'elles sont des bêtises. C'est le spectacle. C'est le spectacle. C'est-à-dire qu'elles se sont unies pour battre Sarkozy. Puis une fois que cette gauche arrive au pouvoir, alors les écolos trouvent que c'est jamais assez écolo, donc ils claquent la porte. Il y a toujours des socialistes qui trouvent que c'est pas assez à gauche. Quelles sont les garanties que ça ne se reproduise pas, ce spectacle assez navrant et qui finalement a fait perdre la gauche? Les garanties absolues, il n'y en a jamais. C'est l'avenir, c'est imprévisible. Mais puis au gouvernement, il y a des événements, comme disait. Il faut être clair dès le début. Il faut avoir une plateforme commune avec les réformes dont je parle. Et pas décevoir ensuite au pouvoir. Non, c'est pour ça qu'elles doivent être réalistes. Parce que c'est très bien de donc faire, on dira pas mon ennemi. On dira pas mon ennemi, c'est la finance. Si on le dit, il faudra le faire. Voilà.
Et alors, c'est ce que je voulais vous faire dire. Il faudra le faire vraiment. Moi, j'ai quand même une question, c'est les salaires. Alors, une question très générale. Il y a beaucoup de gens en France qui travaillent et qui sont pauvres. Dans les services publics, dans ma fac, il y a des postes d'administratifs qui ne sont pas pourvus parce que les salaires sont trop bas. À l'hôpital, il y a des milliers de postes qui ne sont pas pourvus parce que les salaires sont trop bas. Vous avez des candidats de recrutement au concours pour profs au collège, au lycée. On a un chômage monstrueux chez les jeunes. Ils se présentent même pas au concours tellement les salaires sont bas et les conditions de travail sont mauvaises. Vous avez des collèges, il n'y a pas de profs. Donc ma question, le salaire dans la fonction publique. Ma question, elle est simple et claire. Est-ce que dans votre programme, il y a de prévu une forte augmentation des salaires dans la fonction publique? Non, mais voyez comme l'idée. Mais ça, on le voit aujourd'hui d'ailleurs, le problème de cette fonction publique mal payée. On l'a vu pendant le Covid. Il y a des tâches, il y a des métiers qui sont précieux à la société. On s'en est rendu compte dans la crise et qui sont pas reconnus. Eh ben, il faut que ça change. Il faut que la hiérarchie des revenus soit modifiée. Mais sauf que c'est pas l'État qui fixe le salaire des caissières. Par contre, c'est l'État qui fixe le salaire des profs. Eh ben, il faut faire un effort, mais un gros effort. Notre ami va nous dire qu'on va encore augmenter les impôts. Ça va être moi, utiliser l'argent différemment. Oui, c'est ça. Mais je suis absolument d'accord avec vous. La question du pouvoir d'achat, elle se pose aux écologistes, parce qu'il y a une partie qui sont pour la décroissance. Non, mais le pouvoir d'achat et les salaires, c'est deux choses différentes. Le salaire, si vous l'avez très bien justement dit, c'est la reconnaissance. Moi, je veux pas qu'on parle du pouvoir d'achat parce que ça, c'est lié à l'inflation. C'est purement matériel, oui. Non, mais c'est autre chose, le salaire. La reconnaissance, notamment pour les profs ou d'autres professions. Bien sûr, on paye plus un trader en bourse 10 fois plus qu'une infirmière. C'est pas normal, ça. Alors, je dis pas qu'on peut mettre toutes les infirmières au salaire des traders, évidemment. C'est pour ça qu'il faut des propositions réalistes. C'est pour ça qu'il faut étudier ça et voir les conséquences financières, essayer de voir si le budget est bouclé. Vous êtes contre? Oui, enfin, je comprends le souci, parce que le capitalisme est prédateur sur la nature, ça c'est vrai, et c'est lié aussi à une croissance débridée. Mais on peut pas la croissance, le PIB. C'est le revenu aussi. Donc si vous dites on va faire baisser la production, le revenu va baisser. Donc les gens vont s'appauvrir, donc ça marchera pas. Et par contre, il faut aller. J'ai encore une minute ou pas? 10 secondes. 10 secondes. À l'échelle nationale, il faut il y a un indicateur de production, PIB, il faut un deuxième indicateur sur le bien-être qui existe. L'OCDE en a un, il suffit de le faire pour la France, et qui sera le critère, le juge de paix de l'action du gouvernement. Ça, c'est une réforme structurelle, c'est une des premières choses à faire, ça. Vous avez le PIB d'un côté et l'indicateur de bien-être de l'autre, et vous mettez les deux sur le même plan. Laurent Geoffrin qui va tenter de reconstruire cette gauche pour 2022. Merci d'être venu dans les grandes gueules sur RMC Story. On va se retrouver demain à 9h. Le grand oral, demain, ça sera Marlène Schiappa, la nouvelle ministre déléguée chargée de la citoyenneté. D'ici là, bon après-midi. RMC, Olivier Truchot, les grandes gueules. Hả? Xóa đi. Không có trong đấy đâu. Nhưng cái nào mà nó gắn vào máy em có, cái xóa dễ thì không có. Bấm vào đấy tiếp đi. Xóa cái game TV này đã. Bấm vào cái con cho con là xóa đấy không hết được đâu. Xóa đấy đấy. Không. Yeah. Rồi ra bên phía trời. Đấy. Hai giây súp rồi có dùng nữa thì cứ là Camtasia kìa. Rồi đấy. Đúng đấy. Chạy hết thì cái ai đi giúp kìa có dùng có lâu để đến được nó giống là check tiếng Anh cái gì
thế rồi. Nửa năm rồi. Xóa cái nào đây? Đấy, chai gây luôn. Tiếp. Đang mở, hình như đang mở nó lên sao? Xóa như thế nó không hết được đâu, ship đen hết được. Ship đen mới xóa được hết. Xóa như thế không hết đâu, xóa thế vẫn phải xóa một lần nữa. Nếu mà ấn vào đấy, ấn ship, dí ship cho ấn đen. Đấy. Ấn viên, thế xóa bên viên. Không bấm vào thùng rác đi. Mấy cái vừa đấy xóa vẫn còn nguyên. Em có xóa đây được không? Sẽ lối này mà được chia đôi. Mình cứ đi học lâu thế rồi. Cảm động. Chút chỉ đóng kỷ niệm. Cái này cái gì? Biết đâu mấy cái em tải anh tình. Cái này cái gì đây? Cái gì sông câu rồi đấy biết cái này cái gì đây? Trình duyệt web của Trung Quốc hả? Là nó à? Em tải cái sông câu rồi cái bộ âm thanh nó liên kết về sao ấy? Cái gì? Em tải cái tiếng Trung này đấy. Nó tự động nó. Nó tự động thì sao?